Abonne-toi! L'Angleterre a parfaitement lancé son mondial en s'imposant 4-2 contre la Croatie et peut-être, selon moi en tout cas, c'est devenu le favori de cette coupe du monde parce que, c'est tout simplement l'équipe qui a fait la meilleure impression sur l'ensemble de son match. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'était probablement le meilleur match de cette première journée, alors qu'il y a eu quand même des bons matchs. Alors il y a eu beaucoup de matchs, moyens, on va dire, mais ce match-là était vraiment bien et c'est l'Angleterre qui l'a donc gagné 4-2 contre la Croatie, alors que la Croatie a été plutôt solide, mais l'Angleterre était vraiment, vraiment forte, hein. Et donc on peut déjà se demander si Tourelle a déjà réussi son pari de venir coacher l'Angleterre, alors que c'était un coach qui avait coaché que en club et qu'il a complètement utilisé une formule différente de Southgate, qui semble-t-il a déjà été oublié tellement le niveau de jeu est radicalement, diamétralement opposé avec ce que proposait Southgate, qui était généralement vraiment, vraiment chiant, hein. Donc voilà, c'était un grand match de foot qui correspond bien à ce qu'on attend d'un match entre l'Angleterre et la Croatie. Au niveau des compos, bien sûr des stars, des excellents joueurs, hein, que ce soit Kane, meilleur buteur du championnat d'Allemagne et très grand buteur de la Ligue des Champions cette saison, en club exceptionnel. Kane qui fait probablement la saison de sa vie en réalité pour l'instant, peut-être que l'année prochaine il sera encore meilleur, on ne sait pas, et qui a répondu présent en inscrivant un doublé. Bellingham, exceptionnel, je pense l'homme du match, même s'il marque qu'un seul but contrairement à Kane qui en met deux, mais il a été omniprésent, mais bon, même tous les joueurs d'Angleterre ont plutôt été bons, hein. On peut penser donc à Rice, et, voilà, Anderson, Madueke qui dans son registre a fait de très bonnes choses. Gordon un petit peu moins, c'est peut-être le joueur qui a été le moins en vue, mais l'Angleterre a été dans tous les cas très solide, surtout offensivement, hein. Défensivement, il y avait quand même quelques petites lacunes, et on va voir ça tout de suite. Déjà, on peut voir sur le momentum que c'est un match qui a été plutôt en faveur de l'Angleterre, mais que la Croatie a quand même eu des périodes de domination. Ils ont surtout marqué d'ailleurs pendant des périodes où ils ne dominaient pas. Là, ici, par exemple, c'était plutôt un temps fort de l'Angleterre, on va dire de la 30e jusqu'à la 70e, c'était l'Angleterre qui dominait largement le match, et pourtant ils ont marqué deux fois à ce moment-là. Et alors le match commence assez fort parce que dès la 10e minute, c'est un penalty provoqué sur un corner, parce que l'Angleterre a très bien joué ses corners, qui, après une faute de Luka Modric, est raté dans un premier temps par Harry Kane, puis le gardien n'était pas sur sa ligne, donc il est retiré, et finalement Kane inscrit ce but contre Livakovic, qui montre que l'Angleterre est déjà très très bien parti. Et en fait, Kane, très 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 bon buteur évidemment cette saison, prouve son statut en inscrivant un doublé ouais voilà, c'était à la 40e minute à peu près, je dirais. À la 42e, voilà. Entre-temps, la Croatie a égalisé, ils égaliseront même deux fois, et c'est peut-être la réserve que j'émettrais sur l'Angleterre, c'est que défensivement, c'était pas excellent. Il y a quand même deux petites erreurs sur les buts, même si globalement ça tenait la route, parce que la Croatie, ça reste une très très bonne équipe. Mais Bellingham donne un avantage décisif au retour des vestiaires, hein, un avantage largement mérité au vu du match de Bellingham et au vu du match de l'Angleterre, qui va même prendre le large en fin de match grâce à un excellent coaching de Tourelle qui fait entrer trois joueurs de plus, et donc, dont Rashford, Saka, voilà, etc., qui, en plus vont se montrer décisifs à ce moment-là, puisque le but du 4-2, je dirais comment dire, un score qui représente parfaitement la physionomie de ce match, qui a été largement dominé par l'Angleterre, hein. 3-20 d'expected goals, même si au niveau de la possession c'est équilibré. Au niveau des touches dans la surface, 37 pour l'Angleterre, plus de deux fois plus que la Croatie, deux fois plus de tirs, trois fois plus d'XG, enfin quatre fois plus d'XG même. Vraiment une Angleterre excellente, qui prouve son statut de favori. Et moi, c'est la raison qui me fait me dire que on pourrait avoir une Coupe du Monde qui s'éloigne assez des pronostics habituels, parce que l'Angleterre était loin d'être parmi les plus cités comme étant la favorite du mondial, même si elle l'était quand même parmi les groupes des favoris.
Mais on a beaucoup entendu des mots à propos du Portugal, dont j'ai fait la vidéo juste avant. Ah, la lumière vient de mourir. Donc à propos du Portugal dont j'ai fait la vidéo juste avant, qui était très certainement l'équipe la plus décevante de cette première journée de phase de groupe. Et l'Espagne qui n'a pas montré son meilleur jeu, même si je pense que ça sera un peu mieux. En tout cas, ça nous prouve que la hiérarchie peut être bousculée dès la première journée en Coupe du Monde, et ça, c'est un vrai plaisir. Bon, même si j'ai beaucoup parlé de l'Angleterre, j'aimerais finir quand même par un petit mot sur la Croatie avant de passer à un power ranking de cette première journée. Et donc sur la Croatie, que dire si ce n'est que c'est une équipe plutôt solide, qui évidemment n'est pas au niveau pour l'instant, parce qu'on sait qu'ils peuvent monter en puissance. Pour l'instant, n'est pas au niveau des meilleures nations, dont l'Angleterre, mais devrait hausser son niveau de jeu pour afficher un niveau, je dirais, au moins de quart de finaliste. Je pense que la Croatie sera absolument quart de finaliste de cette Coupe du Monde et peut-être même pourrait jouer les troubles fêtes en demi-finale au vu de la physionomie des autres rencontres. On va voir ça tout de suite. Bon, d'abord, entre ce match et maintenant, il y a eu deux autres matchs. C'est les deux derniers matchs de cette première journée. Deux matchs assez peu intéressants en termes d'enjeu. Enfin, il y a toujours de l'enjeu, mais je veux dire, on n'est pas sur des favoris, hein, surtout Ghana-Panama, qui avait l'air vraiment pas dingue comme match, hein. Le Ghana qui marque dans les arrêts de jeu, deuxième like qui meurt, c'est incroyable finalement. Donc le Ghana qui marque dans les arrêts de jeu après un match qui avait l'air, en tout cas au niveau des occasions, du résumé, parce que j'ai pas pu le voir évidemment, qui avait l'air plutôt faible et équilibré. Je pense que le Panama peut émettre des réserves concernant l'arbitrage par exemple, mais le Ghana aussi. Enfin, l'arbitrage, j'ai vu il avait l'air particulièrement discutable. Mais bon, le Ghana prend une option alors que je m'attendais vraiment à plutôt un match nul 0-0 sur ce genre de match, et ça s'est vraiment pas passé loin. Du 0-0, 1-0, inscrit à la 95e minute si je dis pas de bêtises. Le deuxième match, c'était Ouzbékistan-Colombie, un match qui paraît quand même plus intéressant que le Ghana-Panama, parce que l'Ouzbékistan faisait son entrée en Coupe du Monde. On sait qu'ils avaient surpris dans les qualifications dans la zone Asie, face à une Colombie qui n'est pas dans la plus grande forme de son histoire, qui est une nation correcte d'Amérique du Sud. Ça pouvait faire un bon match, et ça a l'air d'avoir été plutôt un bon match. 3-1 pour la Colombie. L'Ouzbékistan qui a égalisé, qui a marqué son premier but dans son histoire en Coupe du Monde. Assez sympa pour le noter. Mais la Colombie qui a quand même assumé son statut de favori dans cette affiche, avec une victoire 3-1 au final, sans, je dirais, sans trop trembler. Donc j'ai fait mon petit power ranking de cette première journée de la phase de groupe. On va peut-être faire un petit point sur le classement avant ça, justement, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'il n'y a eu qu'une seule journée de fête. Mais bon, le Mexique et la Corée du Sud, dans le groupe A, ont pris une sacrée option pour la qualification, hein, parce que de toute façon, avec les meilleurs troisièmes, maintenant gagner un match, ça va être probablement assez suffisant, ou presque, pour se qualifier, hein. Il faut 4 points, c'est presque sûr qu'on se qualifie par exemple, et 3 points, il y a pratiquement bon, il y a pratiquement 50% de chance de se qualifier pour une équipe qui a 3 points. Donc les deux, le Mexique, Corée du Sud compris, une belle option. Un groupe B très disputé, parce que deux matchs nuls qui font 4 équipes à 1 point. Donc on verra bien, hein, même si la Suisse, je pense, va quand même se réveiller un peu après ce match quand même compliqué contre le Qatar. Groupe C, qui est dans un ordre assez étonnant. Mais l'Écosse a tout simplement gagné contre Haïti, c'est assez logique. Et le Maroc et le Brésil se sont neutralisés, mais ils devraient quand même se jouer la première place. Les États-Unis ont fait forte impression, l'Australie aussi, parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là. Donc les deux qui vont probablement jouer le haut de tableau, pendant que la Turquie et le Paraguay vont tenter de réunir les points pour avoir la troisième place. Au niveau du groupe E, la logique est un peu respectée. L'Équateur a été un peu décevant, j'ai trouvé, même si le match contre la Côte d'Ivoire était assez équilibré. Je pense que les trois équipes vont se qualifier de toute manière, donc c'est pas très intéressant. Côté de la Suède, c'est la Suède qui a le plus surpris. Bon. Côté groupe F, c'est la Suède qui a le plus surpris. Le Japon et les Pays-Bas, les meilleures équipes du groupe, se sont neutralisées, donc c'est pour ça que la Suède mène, mais nul doute que c'est eux qui vont se disputer la première place, certainement au goal average. Le groupe G,
C'est celui qui est dans l'ordre le plus random, je dirais, hein. La Nouvelle-Zélande première, qui l'aurait cru? Bon, évidemment, un point pour tout le monde, pareil pour le groupe H, donc ça ne veut absolument rien dire. Mais la Nouvelle-Zélande qui a fait une bonne impression, comme l'Égypte, alors que la Belgique et l'Iran, c'est quand même plus compliqué. Groupe H, pareil, aucune des équipes n'a fait un très bon match. L'Espagne va quand même, à mon avis, terminer en tête du groupe. Le Cap-Vert n'a pas été si mauvais que ce qu'on pouvait attendre. Le groupe de la France, alors ce groupe, il va continuer d'être intéressant parce que c'est la France et la Norvège qui sortent en premier avec une victoire. Le Sénégal va devoir aller chercher ses points contre l'Irak lors du troisième match, tout en essayant de se contenir, de gagner contre la Norvège pour essayer, pourquoi pas, de prendre 6 points. L'Argentine a été très solide et mérite largement sa première place de son groupe. Même si l'Autriche, attention à eux, ils ont été meilleurs que ce qu'on attendait au niveau du fonctionnement de jeu, même s'il n'y avait pas de flamboyance. Côté Algérie, par contre, c'est vraiment compliqué, la situation semble très préoccupante. Deux derniers groupes, c'est d'abord le groupe du Portugal et de la Colombie, de la RDC et de l'Ouzbékistan, un groupe qui semblait très déséquilibré, et pourtant, c'est un ordre assez différent de ce qu'on aurait pu attendre après cette première journée. La RDC qui a tenu en échec un Portugal vraiment catastrophique, alors que la Colombie s'est tranquillement imposée contre l'Ouzbékistan. De ce côté-là, la logique a été respectée par contre. Dernier groupe, le groupe L, Angleterre, Ghana, Panama, Croatie. Bon là, malgré la défaite de la Croatie qui se retrouve dernière avec -2, je pense qu'ils vont terminer deuxième largement parce que le Ghana et le Panama ont tellement rien montré que ça va pas faire beaucoup mieux que ça à mon avis. Voilà, on va passer à mon petit power ranking que j'ai fait. Je vais essayer de le faire rapidement, surtout pour les petites équipes qui sont pas forcément très intéressantes. Évidemment, les positions, c'est assez dur de faire un power ranking avec 48 équipes, donc j'ai fait un peu... donc je dirais que on peut bouger quelques positions. Donc on va commencer. 48ème, sans surprise, Curaçao, qui a perdu 7-1, évidemment. Et 47ème, la Tunisie. Donc les deux équipes qui ont quand même pris une branlée sur les deux. Il y a eu deux matchs qui se sont finis sur des scores fleuves. C'était ces deux-là. Et bah c'est mérité, hein, ces deux équipes qui... Alors Curaçao on s'y attendait, et en vrai ils ont pas été si mauvais que ça, même pour leurs armes évidemment. Par contre la Tunisie, vraiment la situation était vraiment très grave, au point que la Mouchi a été virée et que Hervé Renard va faire une mission de sauvetage finalement, comme il avait fait, la Côte d'Ivoire avait tenté de le faire en 2023, par exemple, hein. Donc là finalement il va avoir l'occasion de le faire en Coupe du Monde. Mon 46ème, l'Ouzbékistan, normal, ils ont un niveau quand même assez faible pour la Coupe du Monde. 45ème, le Panama qui n'a rien montré. 44ème, l'Algérie qui a été très inquiétante. 43, 42, 41, Jordanie, Irak, Iran, pas grand chose à dire sur ça. La Turquie, très décevante, 40ème. Le Paraguay, 39ème, contre les États-Unis, ils ont été largement dominés. L'Afrique du Sud contre le Mexique, pareil, largement dominé. Il n'y a eu pas grand-chose d'un point de vue offensif. Enfin, ça finit que en 2-0, c'est pour ça que je ne les mets pas plus bas dans ce power ranking. J'ai mis la Tchéquie 36ème, parce que je pense qu'ils pourraient ne pas passer les poules. On pourrait avoir un groupe A où il n'y a que deux équipes qui passent. Parce que la Tchéquie, contre la Corée du Sud, n'a pas été non plus très, très forte. Mais bon, il y a peut-être moyen qu'ils prennent quand même les 3 points contre l'Afrique du Sud, donc peut-être qu'ils vont passer. Je ne les mets quand même que 36ème. Derrière Haïti 35ème, qui n'a pas été si mauvaise contre l'Écosse, qui a montré des choses, mais qui n'a quand même pas un niveau qui, contre les grandes nations, leur permettra de faire un bon résultat. 34ème, la Nouvelle-Zélande, qui certes n'est pas une très bonne équipe, mais qui a quand même bien surpris, qui en faisant un match nul 2 partout contre l'Iran, avec une attaque très surprenante, mais ça reste un réservoir de talent relativement limité, donc c'est pour ça que je les mets que 34ème. Et l'Arabie Saoudite, 33ème, rien à dire là-dessus. C'était le match Arabie Saoudite sur Uruguay était vraiment pas ouf. Le Ghana, on le retrouve 32ème, donc là on passe aux équipes qui passeraient, si on se basait sur le power ranking, en 16ème de finale. Le Ghana 32ème qui n'a pas montré grand chose. La Bosnie en 31 qui a été très solide défensivement, mais bon, qui n'a quand même pas gagné contre le Canada, donc c'est pas non plus exceptionnel. La Colombie, j'aurais certainement pu les mettre plus haut quand même.
Mais je les mets que 30e parce que c'était quand même pas non plus incroyable, hein. Ils prennent quand même un but contre l'Ouzbékistan. Bon, l'Allemagne a pris un but contre Curaçao, mais ils mettent 7-1, là, ils gagnent que 3-1 la Colombie. Je pense qu'on peut raisonnablement dire que c'est pas non plus l'exploit du siècle. Et donc l'Uruguay, je les ai mis 29e. L'Uruguay de Bielsa, très très compliqué. Je les vois aller en 16e, mais pas plus loin, quoi. 28e, une surprise qu'on attendrait de voir beaucoup plus bas dans le classement. Cap-Vert, le Cap-Vert qui a fait, je vais pas dire la sensation parce que l'Espagne n'a pas été excellente, mais ils ont tenu en échec l'Espagne, et ça c'est tout à leur honneur. Et c'est pour ça que j'ai mis la RDC 27e, parce que c'est à peu près dans le même registre, un registre très défensif qui a permis d'obtenir un nul très prestigieux contre les ogres ibériques. J'ai mis la RDC devant parce que eux ils ont réussi à marquer. Certes ils prennent un but, mais bon, prendre un but contre ces nations-là c'est pas exceptionnel. Et donc la RDC 27e, une RDC qui passerait les poules, selon moi, ce qui est tout à fait encourageant. Alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai mis le Sénégal 26e, parce que j'ai trouvé leur première mi-temps contre les Bleus vraiment bien, mais alors leur deuxième vraiment laborieuse. Certes, ils ont eu des occasions forcément, mais la défense et Koulibaly, ça avait l'air vraiment compliqué. Il faudra se ressaisir, mais je dis pas que, parce que je referai certainement un power ranking lors de la deuxième journée, je dis pas que le Sénégal peut pas gagner même peut-être 10-15 places en fonction de leurs résultats contre la Norvège. S'ils gagnent en tout cas, potentiellement, peut-être même qu'ils vont passer top 10, ça reste un classement très évolutif. Par contre, une nation que j'ai mis très bas juste après, c'est le Portugal, et là je pense que il n'y a pas débat. On est tous d'accord qu'on a vu un Portugal extrêmement mauvais contre et extrêmement faible d'un point de vue tactique contre cette RDC qui est absolument pas un ogre de Coupe du Monde. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet que j'ai faite hier, parce que c'était vraiment un match très compliqué pour le Portugal, et 25e alors qu'ils ont probablement le meilleur réservoir de talent, peut-être ex aequo avec l'équipe de France de cette Coupe du Monde. C'est vraiment très très grave. On rentre dans la première partie du classement avec le premier pays hôte que j'ai mis, le Canada, qui n'a pas réussi à se défaire, même à domicile, de la Bosnie, ce qui montre leurs limites. D'un autre côté, ils ont quand même dominé largement le match, ils ont fait face à une très bonne défense, ce qui me dit que potentiellement ils sont quand même pas si faibles que ça, et que j'attends encore de voir leur niveau par la suite. Écosse 23e qui a gagné son match, c'est pour ça que je les mets assez haut, mais ça reste pas foufou. Je pense que ils n'ont pas montré non plus grand chose, ils gagnent que 1-0, il y a eu des matchs un peu compliqués de leur part. Globalement une performance qui, d'un point de vue comptable, est très satisfaisante, c'est pour ça que je les mets ici. L'Équateur 22e, alors ils sont relativement bas parce qu'ils ont perdu contre la Côte d'Ivoire, mais c'est pour ça que je mets la Côte d'Ivoire un peu plus haute, mais n'empêche que l'Équateur a quand même ses armes, donc pour peut-être même jouer un huitième de finale. C'est assez proche, encore une fois, toutes les équipes dans ce niveau-là, c'est pour ça que la Suisse est 21e par exemple, pareil, ils ont fait match nul, une Suisse quand même un peu décevante contre un Qatar qui a joué ses chances, mais qui a été largement dominé quand même. C'est pour ça que la Suisse, je l'ai mis largement plus haute que le Qatar. Et à partir du top 20, par contre, on a une équipe qui a gagné son match contre la Tchéquie. La Corée du Sud, qu'on n'attendait pas à un niveau à ce niveau-là, parce que c'était une équipe qui n'avait pas montré grand-chose. Et finalement, ils ont quand même gagné contre la Tchéquie, une équipe européenne pourtant, plutôt réputée, plutôt correcte en Europe. Après, il y a l'Égypte, 19e. Ils font match nul, c'est pour ça que je les mets pas plus haut, mais quand même, ils rivalisent face à l'Égypte qu'on attendait comme étant une force principale de cette Coupe du Monde, c'est pour ça que je les mets 19e. Magnifique but de l'Égypte, et match très très fort de leur part, ils ont très bien géré tactiquement cette Belgique et Jérémy Doku, et puis même De Bruyne, tout ça. Ils ont été un peu mis en difficulté par l'entrée de Lukaku en revanche. 18e Autriche, parce que le résultat comptable est excellent, 3-1 contre la Jordanie, alors certes il y a un but encaissé, mais il y a quand même 3 buts marqués, ils prennent les 3 points, c'est le principal. C'est une équipe qui a quand même des certitudes, même si c'est pas la meilleure du monde. C'est pour ça que je les mets 18e, potentiel niveau, potentiellement 8e de finaliste pour l'Autriche, ça me paraît pas déconnant, même s'ils sont quand même que 18e. Et la Belgique par contre, à l'inverse, eux, c'est plutôt une équipe qui a descendu dans mon power ranking d'avant la Coupe du Monde, parce que la Belgique 17e dans mon classement, alors que je les attendais largement top 10. Rudy Garcia très décevant, comme je l'ai évoqué juste avant contre l'Égypte a joué crânement sa chance et a mis vraiment en difficulté cette Belgique, qui s'en est sortie sur
un coaching payant de Lukaku, mais on peut pas dire que le coaching a été fou non plus. J'attends de voir la suite de la compétition des Belges. Peut-être qu'ils vont se ressaisir, mais pour l'instant, ça s'annonce un peu compliqué, comme leurs 2 dernières compétitions continentales et internationales, je veux dire. On entre dans le top 16 avec la Suède et l'Australie, 16 et 15. La Suède et l'Australie qui ont gagné leur match de manière surprenamment facile, sérieuse et facile, contrairement à ce qu'on pouvait attendre d'eux. C'est pour ça que je les mets dans ce top 16, même s'il y a des équipes derrière qui sont un peu peut-être plus fortes. La Suède a surpris en gagnant 5-1, même si c'est une faillite aussi de la Tunisie. En tout cas, bon match d'Isaac, il y a eu des bons joueurs côté suédois, c'est pour ça que je les mets à ce niveau-là. Et l'Australie qui a une 2-0 contre la Turquie, alors que la Turquie on l'attendait quand même à un bien meilleur niveau, ce qui prouve que l'Australie mérite sa place pour moi dans le top 16. Deuxième pays hôte, à la 14e place, le Mexique, qui n'a pas été excellent, je trouve. Ils ont été bons contre l'Afrique du Sud, mais ils gagnent que 2-0, alors que cette Afrique du Sud n'a vraiment pas... c'était vraiment pas grandiose, c'est pour ça que je les mets que 14e. Côte d'Ivoire 13e, parce qu'ils ont gagné quand même le match qui comptait, le match qu'il leur fallait gagner contre l'Équateur, pour jouer certainement du coup la 2e place du groupe, parce que quand même, ça me paraîtra un peu compliqué d'aller chercher la première. Japon et Pays-Bas 12 et 11, donc les deux équipes qui se sont affrontées, parce qu'ils ont montré un niveau relativement proche, et parce qu'ils ont montré un niveau de football aussi élevé. Ils auraient pu être même encore plus dans le top 10 peut-être, mais 12 et 11 c'est déjà une bonne position d'outsider dans cette Coupe du Monde, par rapport à des équipes qui, côté Japon, avaient des bonnes certitudes, et comme les Pays-Bas ont montré des choses plutôt intéressantes. Je pense que c'est un match qui se termine un partout pour 2 par 2. C'est un match qui se termine 2 partout. C'est très bien car ils vont pouvoir se jouer à distance la première place du groupe, ce qui va risquer d'être vraiment très intéressant pour les autres matchs, tout simplement. Top 10, Croatie, comme je l'ai dit dans cette vidéo, parce qu'ils ont fait quand même une bonne impression contre l'Angleterre, même s'ils perdent 4-2. La Croatie a été vraiment forte, niveau quart de finale de Coupe du Monde, encore une fois, comme je l'avais dit. C'est pour ça que ça mérite quand même une performance de ce type, une place dans ce top 10. Derrière les États-Unis, encore une fois, les États-Unis qui avaient fait une bonne impression dans le Paraguay, mais ça reste une équipe qui, généralement en compétition internationale, n'est pas la plus forte qui soit. C'est pour ça que je les mets pas plus haut. Donc je les mets 9ème, ce qui reste globalement très fort par rapport à ce qu'on a pu voir d'eux récemment. On entre dans le top 8, et là c'est le Big 8, je dirais même. Parce qu'on commence avec le Brésil qui a été d'un point de vue collectif vraiment décevant, mais qui grâce à ses individualités peut faire vraiment des miracles et réussit à accrocher un match nul contre ce Maroc, un Maroc qui a montré vraiment des choses, que j'ai mis 6ème dans ce classement. Les deux sont en cercle la Norvège que j'ai mis 7, parce que la Norvège vraiment a fait un très bon résultat contre l'Irak 4-1. Et va potentiellement aller embêter les Bleus pour ce match, pour le dernier match de poule, pour notre plus grand plaisir, parce que ça risque d'offrir un très grand match de foot face à une Norvège qui tactiquement a très bien joué. 5ème l'Allemagne, logiquement, je ne peux pas les mettre plus bas après avoir infligé la plus grosse déculottée de cette première journée, 7-1, certes c'est Curaçao, mais l'Allemagne a montré des choses vraiment très rassurantes sur leur niveau de jeu. Au contraire de l'Espagne, 4ème, qui elle a montré plutôt une sorte de baisse, et qui a montré surtout qu'elle était dépendante de Lamine Yamal, et même de Nico Williams qui a été créateur à gauche, et qui là c'est vraiment compliqué, il entre à la toute fin du match, et sans changer grand chose. 3ème, là c'est le top 3 des équipes, des favoris qui ont fait bonne impression lors de cette première journée. L'Argentine, première, parce qu'ils ont affronté l'adversaire le plus faible, entre guillemets, de ce Big 3. L'Argentine qui gagne largement, triplé de Léo Messi qu'on n'attendait pas à un niveau pareil, mais ça restait l'Algérie qui a fait un match désastreux, c'est pour ça que je les mets que 3. La France, du coup 2, logique. Comme on l'a dit, la France qui d'un point de vue comptable, même si le match, surtout la première période, n'a pas été excellente, il gagne 3-1 contre le Sénégal. La Sénégal qui était quand même une équipe qui partait plutôt dans les outsiders hauts, ou voire les favoris de cette Coupe du Monde.
Comme je l'ai dit, allez voir mon match spécifique envers Turc-France-Sénégal qui est sorti hier. Et enfin, comme je vous l'ai dit, l'Angleterre, je vais pas m'étaler parce que j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais une équipe que je vois aller au bout, si je me base que sur ce que j'ai vu de cette première journée. J'avais dit que le Portugal serait premier de cette Coupe du Monde, enfin gagnerait cette Coupe du Monde dans ma vidéo prono. Là, je change chez l'Angleterre, c'est très dynamique, c'est bien, j'aime bien. On verra la deuxième journée. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Abonnez-vous, likez. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. Allez, ciao.